Bien, eh bien nous avons dans cette dernière partie de matinale de géopolitique profonde la chronique cinéma et politique de Laurence Vacky. Bonjour ma chère Laurence, bienvenue. Bonjour Nicolas. Écoute, là on va parler d'un autre film qui s'appelle Chien 51, mais qui évidemment, comme tous les films que j'ai présentés, fait écho à la politique, mais fait aussi écho à l'écologisme, donc à notre invité précédent que je vais moi-même retrouver ce soir sur le plateau de Mike. Donc on va beaucoup Ah bah parler dites donc, d'écologisme. tout le monde se retrouve maintenant. On est des habitués, vous êtes des habitués et vous vous retrouvez donc Voilà. ce soir. Mais c'est très bien, très bien, parfait. Donc, effectivement, il y a l'écologisme, il y a le covidisme, mais il y a aussi, et ce que j'avais mis aussi en lien lors d'une conférence en Belgique, c'est cette lutte contre le terrorisme. Parce que l'idée, c'est pourquoi, effectivement, les gens ne se réveillent pas. Est-ce qu'on leur a fait prendre un pli particulier pour que justement ils acceptent et ils pensent encore que ceux qui leur donnent des ordres ont raison et qu'ils doivent seulement obéir? Oui, Et intéressant. justement, ben oui, parce qu'en fait, alors, et d'ailleurs, je vais préciser aussi que le site, d'ailleurs, sur lequel je viens de publier le dernier billet d'humeur, sur la politique française, hein, ce politico-circus du mois d'octobre qui a quand même été assez impressionnant. On se demande si ça va s'arrêter en fait. Hein. Là, ça a pris. Bon. J'ai créé ce site suite à Je suis Charlie en 2015, il y a 10 ans. Ça semble extrêmement loin, mais c'était il y a seulement 10 ans. Et pourquoi je parle de ça par rapport au film Chien 51? Alors déjà, on peut voir l'affiche. On peut voir l'affiche, donc. Oui, et voilà l'affiche, Chien 51. Donc, après Tiens, Bac Nord et Novembre, le nouveau voilà, film de Cédric Jiménez. voilà, film français. Donc là, de fait, on voit Gilles Lelouch dans le personnage de Zem, alias Chien 51, mais aussi Adèle Exarchopoulos, j'ai un peu de mal avec son nom, Exarchopoulos, donc dans le rôle de Salia. On voit les teintes noir, gris, bah, évidemment, c'est un film policier, c'est un film aussi de science-fiction, quoique d'une certaine façon, et ce qui est assez effrayant dans ce film, et d'ailleurs la dernière fois, on se posait la question de savoir pourquoi ce film n'avait pas été fait partie de la sélection du CNC pour représenter les Oscars. Eh bien, c'est un film presque réaliste, très inquiétant de fait. C'est-à-dire que dans 6 mois, il pourra se produire ce qu'on voit dans le film. J'espère le plus tard possible. D'ailleurs, ce film est aussi inspiré et adapté du livre de Laurent Godet, donc du même titre, hein, Chien 51, qui d'ailleurs sur la 4e de couverture, donc je lis, sous les ciels en furie d'une mégalopole privatisée, dans ce livre et aussi dans le film, évidemment, se fait écho de notre monde inquiétant, à la fois menaçant et menacé, et nous rappelle ce qu'il reste à sauver, hein, ce qu'il reste à sauver, à transmettre pour demain comme un dernier rempart à notre post-modernité sécuritaire, qui pose la question, est-ce que le sécuritaire et la sécurité, c'est la même chose? Je ne sais pas est-ce que les gens comprennent la différence entre les deux? Voilà, donc ce film, un futur proche, très proche, trop proche, hein, même avec l'écologisme, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire le contrôle avec l'identité numérique, avec la monnaie numérique. Il y a une intelligence artificielle qui contrôle tout, qui s'appelle Alma. Mhm. Elle contrôle la population au checkpoint notamment, où d'ailleurs on doit vérifier si on est bien vacciné. Paris a été transformé en 3 zones. Hein, D'accord, les villes de 15 minutes, ça nous rappelle quelque chose. bien sûr. Donc, 3 zones. La zone 1, c'est les privilégiés, où il y a notamment le ministre, hein, le ministre de l'Intérieur. La zone 2, c'est monsieur, madame, tout le monde, mais qui a quand même un peu d'argent, qui est quand même privilégié. Et la zone 3, alors là, c'est la zone, quoi. Hein, c'est vraiment. Et à chaque shame point, tu dois présenter, donc tu as une espèce de montre et tu dois te faire contrôler à chaque fois.
Et en plus, tu as des drones qui peuvent te poursuivre. Voilà. Et tout ça, c'est cette fameuse IA Alma qui contrôle tout. Sauf que, voilà, et là où commence l'histoire policière, c'est que le créateur d'Alma se fait assassiner. Et donc, on a Zem et Salia. Donc, Zem, lui, il vient de la zone 3. Chien en fait, c'est le surnom d'un policier. Ça s'appelle Chien, pas policier. Et on associe donc Zem zone 3 et Salia zone 2, a priori n'ont rien à voir pour mener l'enquête et savoir d'où ça vient, qui a commis ce crime de tuer le créateur d'Alma. Donc, je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce. Oui. Donc, elle te montre cette atmosphère qui représente, qu'on voit aussi déjà dans l'affiche. Ah oui, c'est des atmosphères à la Blade Runner, c'est des atmosphères avec de la nuit, la pluie, évidemment. Voilà. Et puis ces drones partout, oui, qui surveillent tout. Bon, on a l'impression qu'on est dans une nuit éternelle. Hein. Et c'est là où on revient sur ce ministre que j'ai cité, qui nous dit: nous allons construire une société meilleure, plus juste, plus sûre, sécurité ou sécuritaire. Et la bande-annonce finit avec Gilles Lelouch qui dit: tout est faux. Tout est faux. Effectivement. Donc, dans ce monde épouvantable, ce qui est intéressant, donc évidemment, moi j'encourage toujours les gens à voir le film en salle, mais déjà on peut voir la bande-annonce. Je fais une parenthèse, puisque tu m'as dit, on en a discuté, oui, le cinéma c'est cher. Mais effectivement, moi je ne pourrais pas me payer le cinéma à des places à 13 € ou 14 €, je ne sais plus. Et il existe des possibilités donc de cartes de cinéma illimitées. Donc il y a l'UGC limité, Gaumont illimité, qui fait que pour un peu plus de 20 €, tu peux voir en un mois tous les films que tu veux de façon illimitée. Hein. Donc je voulais, quand il y a des réticences par rapport à l'argent, après il peut y avoir des difficultés d'y aller. Mais c'est important de dire que paradoxalement, quand on n'achète pas à l'unité, le cinéma français, l'accès au cinéma français est un des moins chers. Voilà, oui, ça suppose de prendre une carte. Donc j'encourage toujours à voir les gens en salle. Là, le jour où j'y suis allée, c'était le premier jour des vacances scolaires et il y avait énormément de jeunes dans la salle. Oui. Parce que souvent, on dit, les jeunes, ils sont un peu lobotomisés. Et là, quand je dis jeunes, je dirais 20-30. On dit aussi les jeunes, ils viennent pas aux réunions politiques, ou ils s'intéressent pas à la politique, ou ils viennent pas aux manifestations. Et là, ils viennent au cinéma. Et je ne sais pas ce qu'ils ont compris, parce qu'ils sont tous, évidemment, et on est tous, plus ou moins avec notre smartphone, s'ils ont compris que leur smartphone peut se retourner contre eux. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris du film, mais au moins, ils ont vu ce qui pourrait se produire dans très peu de temps. Si on continue cette lutte, soi-disant, pour notre sécurité. Oui. Qui n'est pas du tout, évidemment, l'objectif non plus de sauver la planète. Hein. C'est exactement la même chose. Alors, c'est pour ça, sur ce sujet-là, je voulais faire ce parallèle, cet écho avec 2015. J'avais écrit, donc, comme j'ai dit, j'ai ouvert un site dès ce moment-là par rapport à la politique pour essayer aussi d'appréhender la réalité, et je t'ai envoyé un article dont le titre s'appelle « Une sécurité pas très rassurante ». On rappelle le site, comment accéder au site, Laurence, pour les internautes? C'est laurencevaki.wordpress.com. Très bien. Et donc là, on peut notamment y voir le dernier billet d'humeur. Et en faisant une recherche, donc ça s'appelle « Une sécurité pas très rassurante ». J'avais mis tous ces articles sous le nom « Je suis Charlie ». Je ne décide pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est quand même le mouvement qui s'était créé d'une façon spontanée, qui a été très très vite rattrapé. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens ce fameux dimanche où je me souviens de n'y être à titre personnel pas allé parce que je ne suis pas Charlie, mais ça c'est un point de vue personnel, voilà. Voilà. Alors après, les gens, c'était au nom de la liberté d'expression.
Et qu'est-ce qu'on a fait au nom de la liberté d'expression? On a planté des vigiles partout, Oui. et tout à chacun à se mettre à demander aux gens d'ouvrir leur sac. Alors, je ne sais pas, toi, comment tu réagis, ça continue, hein. Non, mais ça continue, bien sûr, puisque, et ça n'a certainement, et c'est ce qui est écrit dans ton billet d'humeur que j'ai lu attentivement, c'est absolument sans rapport avec avec la sécurité, ça n'apporte rien. Il est bien évident que ce ne sont pas des personnes avec des kalachnikovs qui vont être arrêtées par des personnes qui vous fouillent votre sac, qui fouillent le sac des femmes, par exemple, qui est quelque chose d'extrêmement intrusif et qui, à mon avis, ressemble un petit peu à l'histoire du masque. C'est une manière, le masque ou la fouille, pour moi, c'est pareil. C'est une manière d'apprendre, de soumettre, en réalité, les populations. Et puis d'accepter que tu n'as plus de vie privée. La frontière est franchie. Et puis, donc, faut savoir que quand on fouille, une véritable fouille, qui normalement ne peut se faire que par un OPJ, ça s'appelle une perquisition. Hein, à partir du moment où on te demande et on regarde dans ton sac et en plus on touche, ce que n'a pas le droit de faire un vigile. Un vigile ou n'importe qui détaché à la sécurité, il doit juste regarder un œil. Oui. En sachant qu'évidemment, en regardant un œil, il ne voit rien, assurément. Donc ça devient une espèce de règle qui te dit implicitement que tu es menaçant, que tu es un terroriste potentiel. Donc ça crée aussi un climat de la suspicion sur tout le monde, contrôle de tout le monde, on habitue à contrôler, à passer, exactement, oui, c'est ça. Et alors évidemment, pendant le Covid, moi au début je me suis dit tiens, comment ils vont faire pour respecter la distance des 1 mètre ou 1,50 m, non c'est 1 mètre hein, en France, distance sociale. Après, comment ils vont faire avec le masque? Et ils ont continué les vigiles. Et puis, il n'y avait plus évidemment de distance sociale dans ces cas-là. Là, moi, je me suis vraiment fâchée, mais dès le départ, c'est là où ça peut être intéressant dessus, c'est qu'on peut dire non. Moi, j'encourage les gens à réagir là-dessus. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, malheureusement, on peut réagir, on peut s'en indigner, on peut écrire des livres, on peut faire des vidéos. Mais sur le terrain, on ne peut pas de la même façon dire non. Malheureusement, je me suis souvent trouvée seule à dire non. À dire non, je ne veux pas. Ou au moins à dire c'est pas tout à fait normal de faire ça. Oui. De ne pas banaliser ce geste, c'est pas normal de demander à quelqu'un d'ouvrir son sac. En plus, on arrive sur l'idée du prédictif, c'est-à-dire on suppose que tu aurais l'intention de. Tu n'es pas fouillé, perquisitionné parce que tu as commis quelque chose ou par une flagrance ou parce qu'on a repéré, mais on suppose que peut-être tu aurais peut-être l'intention de. Tout est inversé à ce moment-là. Tu n'es plus décidé comme innocent a priori, mais coupable a priori. Tout ce que ça fait rentrer comme idée en tête, cette habitude, soi-disant au nom du terrorisme, bien sûr. Cette lutte contre le terrorisme et à l'état d'urgence. Alors l'état d'urgence, il avait été mis en place après, avec le Bataclan. État d'urgence qui n'a jamais été supprimé. État d'urgence et Vigipirate renforcé. Et Vigipirate renforcé. Qui reste et qu'on n'applique pas d'ailleurs totalement. Hein. Je vois par exemple dans les cités scolaires, dans les établissements scolaires, il y a normalement des règles très précises. Certaines sont appliquées, elles ne sont pas toutes appliquées, et pourtant on rappelle à certains moments justement le fait d'être dans cette situation d'un Vigipirate renforcé. Donc non seulement ce n'est pas appliqué, mais par contre vous avez toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et c'est ça qui, à mon avis, est souhaité. Ce climat qui peut, alors donc c'est triangle orange, hein, je ne sais pas quelle est cette symbolique, mais enfin on en voit partout. Alors on voit aussi qu'à certains endroits ils sont complètement décolorés. Évidemment, parce qu'on a poussé les établissements à les afficher, ou à tous les établissements d'ailleurs, pas seulement tout établissement public doit avoir ce genre de signalétique. Ouais. Voilà, alors on ne sait plus ce que ça veut dire. Tu sais, il y a même des établissements qui ont gardé aussi l'affichage avec masque obligatoire. Hein. En fait, tout ce qui est affiché ne veut plus rien dire. On est dans quelque chose qui n'a plus de sens, assurément. Et donc, pour revenir sur cet état d'urgence aussi,
il y a eu sa petite sœur, l'état d'urgence sanitaire. Et demain, Macron a même parlé d'état d'urgence climatique. Oui. On n'est jamais sorti de cet état d'urgence. Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais parler d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est aussi avocat, qui est maintenant académicien, qui s'appelle François Sureau. Donc, j'avais parlé de ce livre, je ne sais pas si on voit bien. Oui, tout à fait, pour la liberté. Pour la liberté, et qui, du coup, répondre au terrorisme sans perdre raison. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, mais c'est marrant, à chaque fois on a les équivalences, il ne s'agit pas de ne pas lutter contre les terroristes, les arrêter et tout. Il s'agit de ne pas lutter contre la population. Il ne s'agit pas de la même façon de soigner, d'apporter ce qu'il faut au niveau sanitaire, mais de ne pas lutter contre la population qui de même est devenue une sorte de virus. Hein. Tout à chacun porte un virus qu'il va contaminer. Oui. Et de la même façon, on peut tout à fait trouver intéressant, fondamental de se poser les questions de l'écologie, quoique je préfère qu'on parle d'environnement, mais ne pas évidemment lutter contre les humains qui là aussi sont coupables. C'est toujours ce même mécanisme-là. C'est intéressant de voir et de faire comprendre, j'espère, d'affûter cette perception qui voit quand il y a manipulation. Et il y a manipulation à partir du moment où il y a culpabilisation. Oui, bien sûr. Et ce qui est intéressant donc à voir le film, Chien 51, c'est que heureusement au jour d'aujourd'hui, ce n'est qu'une vie par procuration dont on assiste à un décor très anxiogène. Ça n'est pas encore notre vie, même si on a passé pas mal de caps depuis 2015. Donc, qui nous permet de dire non, qui permet de dire que c'est pas cet avenir-là qu'on veut, que pour des jeunes justement qui peuvent voir le film en disant mais alors à quoi ça sert d'être enregistré en permanence, cette traçabilité permanente, de trouver normal qu'on regarde ce qu'il y a dans mon sac, de trouver normal de s'interroger sur ma vie privée, de trouver normal de répondre à des questionnaires pour savoir qui je suis, enfin qui je suis. Non, c'est parce que alors là c'est pas l'identité. Comment je peux être identifié? Sans parler par exemple, de chat control aujourd'hui, où on peut même carrément, stocker et analyser l'ensemble des contenus échangés entre les personnes sur justement ce piège absolu dont parlait déjà Xavier Poussard en début de matinale, qui est le téléphone portable, évidemment. Et voilà. À partir du moment où on peut être traçable. Mais effectivement, est-ce qu'il faut rejeter le téléphone portable? Moi, je dis, bah non. Mais pour autant, savoir s'en servir, le mettre à la place d'outils, et d'autant plus avec l'IA. L'IA oui. Qui existe, qui est déjà là. Hein. Et là, cette Alma là qu'on voit dans le film, alors je ne vais pas déflorer la fin et tout, mais qui contrôle qui? En réalité. Puisqu'en plus, le côté pervers, c'est que c'est nous qui alimentons la machine. Alors, Laurence, on ne vous entend plus, oui. Il y a un problème de connexion assez sérieux ce matin. Vous devez être, à mon avis, en Wi-Fi. Oui. Bon, bah écoute, non mais tu sais, c'est parce qu'on parle de Brigitte et puis aussi parce qu'on parle du climat, alors faut pas s'étonner. Et puis alors en plus du terrorisme, là on est... Hein ah oui, c'est une matinale qui n'est pas spécialement politiquement correcte, c'est certain. Allez-y. Voilà, donc peut-être, écoute, il y a peut-être, je sais pas qui décide du réseau, mais ceci peut expliquer cela. Un problème depuis ce matin. Donc, pour revenir aussi sur le fait de pouvoir être acteur, donc être acteur par rapport à ces contrôles permanents, j'ai récemment, alors là, ça a monté d'un cran. Je vais à un événement politique qui s'appelait le Sommet des Libertés. En plus, c'est assez paradoxal. On nous demande notre carte d'identité. On avait déjà acheté nos places au niveau nominatif. Bon, admettons. Et là, on nous demande de se faire palper. Moi, j'ai refusé. Hein. Et je peux t'assurer que quand tu fais un petit scandale, on te dit, allez, vous pouvez y aller.
Il y a ça sur les matchs de football aussi, alors c'est peut-être un peu plus justifié, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a énormément de palpations, des caméras partout, on est scruté pendant qu'on regarde un spectacle sportif. Aussi. Et oui, et si tu veux, moi, à la limite, caméras. ben oui, on passe un détecteur, bon, ça va, mais se faire palper, quoi. En plus, pour un sommet des libertés, ça commence pas très bien. Oui, c'est sûr. On n'a pas les libertés. Je donne aussi un exemple. On est pendant le Covid, deuxième confinement, novembre 2020. Oui, novembre 2020, ça veut dire aussi masque obligatoire en intérieur et en extérieur. Oui. Et dans ce centre commercial où je vais, il y a uniquement un magasin d'ouvert puisque tous les autres sont considérés comme non essentiels, donc un magasin d'alimentation. Et là, donc, on a, ils sont au moins 5-6 vigiles, tous des très très jeunes, hein, mais qui ne font que répondre aux ordres et qui là nous demandent, en plus de regarder nos sacs, d'ouvrir nos manteaux. J'ai refusé, évidemment, mais j'étais extrêmement choquée d'une femme qui avait un landau et qui difficilement ouvre son manteau en disant « Excusez-moi, je viens d'avoir une césarienne, j'ai un peu de mal et tout », et qui va jusqu'au bout alors qu'elle avait extrêmement mal. Et il n'y a pas un vigile qui dit « Madame, laissez tomber, c'est bon, quoi ». Donc, je suis revenue après avoir fait mes courses, vraiment très en colère, et j'ai demandé le responsable de la sécurité. En fait, j'ai eu le responsable du centre commercial. Et je lui ai expliqué que moi, j'étais partie, j'ai eu l'occasion de partir en Roumanie en vacances. Et donc, à l'époque de Ceausescu. J'avais 14 ans. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y avait des fouilles, des palpations, là pour le coup. Et aussi à l'aéroport, tu avais des militaires, l'arme au poing. À un moment donné, il y a une petite fille qui court, je me dis, il va lui tirer dessus. Et j'étais là, genre, mais jamais il y aura ça en France. Quand je vois ce que c'est devenu là. Donc j'explique ça à ce monsieur qui donc était le responsable du centre. Eh ben, ils n'ont plus jamais demandé aux gens d'ouvrir leur manteau. Oui. Donc, il y a la possibilité d'agir avec une certaine courtoisie, mais en réalité, il y a un mécanisme qui s'est enclenché, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, une banalisation. Ce n'est absolument pas banal. Ça ne sert à rien au niveau de la sécurité, mais ce n'est pas banal. C'est pas du tout inoffensif. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi de voir, d'imaginer un cran au-dessus, comme on le voit dans le film, parce que notre capacité humaine, c'est de nous adapter malgré tout. Sinon, ça serait devenu invivable, voire oublié parfois pour nous adapter. Bien sûr. Et le film, voilà, est une piqûre de rappel en disant, mais peut-être ça pourrait aller dans ce sens-là, puisqu'on va dans ce sens-là, puisqu'on dit aux gens, vous êtes coupable. Tu vois, maintenant, respirer, respirer, donc du CO2, c'est être coupable. Donc cette culpabilisation-là, évidemment, tout le monde ne se l'approprie pas. Les donneurs d'ordre ne se l'approprient pas. Donc j'espère que maintenant on va réagir quand il y a ces contrôles-là. Mais effectivement, on ne peut pas dire, d'ailleurs, comme disait Jean-Philippe avant, c'est ça, non, Jean-Michel. Jean-Michel Jacquemart a fait ça. Jean-Michel Jacquemart, dont je vais faire la connaissance tout à l'heure. De la même façon, donc je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire, mais là on peut réagir. Il faudrait résister à l'avenir justement à ces fouilles intrusives. À ces fouilles intrusives et puis à ces questions aussi intrusives. Voilà, de la même façon, notre vie privée, moi j'estime qu'on a beaucoup à cacher. Mais pas parce qu'on a qu'on a des choses négatives à cacher, mais parce que notre vie privée, c'est notre identité fondamentale. Oui, on est d'accord. Donc voilà, écoute. Est-ce qu'il y avait des choses par rapport à l'article donc, que je t'avais envoyé qui t'ont fait réagir aussi ou
Non, je trouve que c'est intéressant et je trouve assez intéressant l'idée de départ qui est que finalement on a beaucoup utilisé, c'est vrai, le terrorisme à des fins de contrôle social et que c'est par là que ça part. Ça part pas du Covid, ça parle pas du climat, ça part justement dans le cadre de l'ingénierie sociale et de la mise sous contrôle des populations, le terrorisme a joué un rôle majeur, en particulier le terrorisme islamiste, évidemment, qui a enclenché, d'où l'intérêt, en effet, de ramener, et, entre autres, certains ramènent au 11 septembre, évidemment, 2001, mais en tout cas, il y a Exactement. pour l'Europe et pour la France vraiment eu quelque chose de très particulier en 2015, avec cette année qui a débuté avec Charlie Hebdo et qui s'est achevée en novembre avec le Bataclan. On rappelle aussi l'année suivante À Nice. l'horrible attentat de Nice sur Mm, sur la promenade des Anglais. Mais en Qui effet, pour... ouais. Nice, qui pourtant avait des caméras partout, mais enfin, il paraît que ce jour-là, elle marchait pas bien. c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, oui, ça a été ça a été le déclench, ça a donné le top départ d'un contrôle des populations. C'est ça que je retiens. Contrôle des populations a trouvé normal de faire profil bas. Au lieu de cette fierté, de cette et puis surtout de condamner toute prise de risque, toute singularité aussi. Hein, c'est faire profil bas, tous coupables dans les. Mais même aller au cinéma, c'était devenu un cauchemar, de la même façon que c'est devenu un cauchemar quand on nous a imposé les masques. Hein, donc le cinéma. Ben oui, le cinéma, moi j'arrive et donc on nous fait donc je suis Charlie, la liberté d'expression et tout. Tu arrives au cinéma, votre sac s'il vous plaît. Et là, le vigile, il fait pas vigile, hein, il met carrément sa main dedans. Et puis si tu as un sandwich comme il estime qu'il vaut mieux acheter un sandwich au contraire, il te prend ton sandwich. C'était devenu fou déjà. Ouais. Tout est possible à partir du moment où tu dois accepter que tu as fauté. Hein. C'est cette justice prédictive dans laquelle l'IA nous met aussi. Hein. Donc voilà, ce terrorisme-là, qui n'a rien à voir, strictement rien à voir, évidemment, a arrêté des coupables. Bon, alors là, je ne sais pas si on va arrêter aussi les coupables de notre cambriolage, hein, des joyaux de la couronne de France. Là aussi, on a l'impression qu'il y a tout un épisode, hein, tout un tas d'épisodes qui sont prévus pour nous occuper. Pour nous occuper, oui. Voilà, Ce n'est pour pas nous pour nous occuper intimider, tout à fait. Et puis oui, et puis regarder ailleurs, effectivement, mais regarder quoi de quoi a-t-on peur que l'on puisse avoir conscience de quoi on pourrait gêner si on savait quoi. Voilà, enfin j'étais heureuse d'apprendre que l'identité numérique était repoussée. Parce que ça, alors là, il n'y a plus aucun contrôle de quoi que ce soit. De tout contrôle, il n'y a plus contrôle de sa vie, il n'y a plus existence, en réalité. Enfin, tout est pas ça. Oui, tout devient transparent. C'est l'idéologie justement de la transparence. Oui. Au nom de la sécurité, au nom de la vie, au nom de la vie. Ceux qui te parlent de transparence, justement, ne le sont absolument pas. Hein. Ah non, Ça ne l'est pas. ah non. Non, non, on ne sait pas trop ce qui se passe. On aimerait savoir ce qui se passe à la lanterne, dans le parc de Versailles, par exemple, lorsque nos éminences sont en week-end. Les Macron aujourd'hui, c'était les Sarkozy hier. Tout à fait. Enfin bien, voilà. merci. Donc... Merci Laurence, très bien. Ah bah attends, je fais ma conclusion comme tu sais. Alors vas-y, bien sûr, mais c'est ce que j'allais te dire. Conclusion maintenant, Laurence. Donc le cinéma, c'est la vie, c'est une école de la vie. Donc ce film spécifiquement qui montre la différence fondamentale et j'espère la fait sentir entre sécurité et sécuritaire. Donc quand vous entendez pour votre sécurité, dites-vous que ce n'est pas pour votre sécurité, qui fait passer du provisoire à l'obligatoire, hein, de l'exception à la règle, comme l'état d'urgence, qui en réalité fait passer de la construction à la destruction,
Le cinéma, donc, qui fait réfléchir, hein, qui montre ce que qu'on pourrait décider d'un futur différent, ne serait-ce que déjà sur le terrain en s'opposant ou en montrant que l'on n'est pas d'accord. Alors, le cinéma, c'est mieux que la vie, dit Claude Lelouch, faisons que le cinéma rende la vie meilleure. Et justement, des jeunes qui vont voir ce genre de film pour comprendre les risques qu'il y a au niveau de soi-disant de notre sécurité, au niveau des contrôles. Voilà, écoute, voilà, j'ai fini. Alors peut-être ultérieurement pourrons-nous parler de Tron, hein, où là, ce n'est même plus des robots, mais c'est des entités qui peuvent se matérialiser. Oh là là, qu'est-ce que nous ferait pas faire l'IA, qui est aussi un outil magnifique. Tout dépend qui en a la main. Exactement. Très bien. Eh bien, merci Laurence. Et alors, excellente journée et donc, excellent débat, si j'ai bien compris, ce soir chez Mike avec, eh bien, sur le livre Climarnac de Jean-Michel Jacquemin-Festin. Je sais que toi aussi, tu es en train de préparer un livre sur des sujets un peu similaires. Donc, nous aurons aussi, bien sûr, le plaisir et le bonheur de te recevoir à cette occasion. Et donc, en tout cas, excellent débat avec Mike Borowski, que je retrouve, moi, à 12h30 ce midi, sur l'actu, mais sur le procès Brigitte. C'est un autre sujet. C'est une autre arnaque. Oui, une autre arnaque dont, effectivement, la presse n'a pas pu, toute la presse n'a pu être présente. Voilà. Hein, c'est la transparence, peut-être, ça aussi. Sûrement. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Sauf pour Brigitte. Voilà. Laissez Brigitte tranquille. Bon sang. Merci Laurence, passe une excellente journée. À très bientôt sur Géopolitique Profonde. Merci. Merci.